Et deux invités du jour pour une même journée. C'est vous, Farhad Khosrow-Khavar. Bonjour, merci d'être à nos côtés. Vous êtes sociologue franco-iranien, directeur d'études émérite à l'EHESS, auteur par ailleurs de 7 ouvrages, notamment, c'est le dernier à paraître, Iran, la jeunesse démocratique contre l'État prédateur. On va en reparler dans quelques instants. On vient de résumer évidemment en quelques minutes l'avancée et l'état de la contestation. 6 mois après la mort de Mahsa Amini, les jeunes qui sont en première ligne, qu'est-ce que ça nous dit, ça, déjà, de cette société iranienne ? Il y a une évolution de la société iranienne, si vous voulez, depuis 40 ans, qui va à l'encontre des souhaits de l'État théocratique en Iran. Il croyait avoir jugulé la société, endoctriné les jeunes, fait en sorte que ce soit de bons et pieux musulmans et de pieuses musulmanes soumises au pouvoir. C'est exactement l'inverse. C'est le constat d'échec de la République islamique. C'est un échec total. Embrigadé à servir sa société, sa jeunesse notamment. Exactement. C'est un échec patent avec une société qui s'est sécularisée en dépit des mesures, si vous voulez, du gouvernement théocratique. Et on le voit très bien dans cette espèce de rupture culturelle. Il y a une rupture culturelle profonde chez les jeunes qui réclament la joie de vivre. D'ailleurs, c'est une expression française qui traduit très bien la situation en Iran. On voit bien les femmes danser, les hommes danser, sans voile, et montrer en quelque sorte qu'ils ne veulent plus de cette espèce de culture de deuil perpétuel qu'on appelle le martyr, etc., et qui veut vouer la société à une sorte de tristesse sans fin. C'est vraiment la joie, l'explosion de cette joie. On a ces images derrière, et ça fait écho à ce que vous dites derrière vous, de ces femmes Exactement. Ces jeunes filles, par exemple, il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu des couples, par exemple, qui ont été condamnés à 10 ans de prison pour avoir fait sur YouTube, si vous voulez, des danses au rythme de chansons quelquefois iraniennes, d'autres fois occidentales. Bref, on est dans une situation où cette jeunesse montre qu'il ne suit absolument pas ce pouvoir. Il n'y a pas seulement une rupture, c'est un abîme culturel entre le pouvoir et la société, avec la corruption de ce pouvoir, un côté hyper répressif et une situation où on a l'impression que tout ce qui relève du bien-être de la société est sacrifié en quelque sorte à un appareil de répression multidimensionnel qui casse tout, mais qui n'arrive pas à étouffer la société iranienne. C'est pour ça que je parle, dans le cas de l'Iran, mais aussi de quelques autres sociétés du Moyen-Orient, de totalitarisme mou. Il s'agit d'un totalitarisme, vraiment de facto, il s'agit d'un totalitarisme, une sorte de fascisme inébranlable de la part des dirigeants, mais qui n'arrive pas à étouffer la société civile, contrairement au totalitarisme dur, qui était le cas, par exemple, qui est le cas actuellement en Corée du Nord, ou bien qui était le cas du fascisme, du nazisme ou du communisme sous Staline. Je vais vous lire, Farhad Khosrow-Khavar. La velléité d'ôter le foulard se transforme à mesure qu'elle rencontre les autres jeunes femmes sans voile. Le mouvement n'est pas contre le voile. Des femmes voilées l'ont rejoint, mais contre le voile imposé et plus radicalement contre la dictature. C'est ça, finalement? Exactement, c'est la dictature qui commence par le rejet de la dictature du corps. Des jeunes femmes qui ne veulent pas porter le foulard imposé. Alors là, elles se sont insurgées. Et il y a des femmes qui portent le voile, qui portent le foulard et qui les rejoignent dans la dénonciation de ce pouvoir dictatorial. Donc, c'est d'abord l'appropriation du corps. On commence par l'existence du corps et la liberté corporelle pour l'étendre ensuite à ce qu'on pourrait appeler la liberté politique. Alors, de l'existentiel, on passe au politique. Et ça, c'est une innovation majeure de ce mouvement qui s'adresse en quelque sorte au corps d'abord des femmes, mais aussi des hommes. L'Iran, c'est ce paradoxe, une société de plus en plus sécularisée, un État de moins en moins en mesure de comprendre l'évolution de sa société. Ça, ce sont vos mots. C'est une contestation qui s'est heurtée très vite à la répression très dure du régime. Il y avait ces chiffres dans le sujet il y a quelques instants. 537 manifestants tués, dont 71 mineurs, il faut le rappeler, des enfants parfois très jeunes. Plus de 20 000 personnes arrêtées, des condamnations à mort, des exécutions aussi depuis, même si les chiffres sont évidemment extrêmement opaques.
Marc, vous parlez dans votre livre de ce qui se passe dans les prisons iraniennes, la prison d'Evin notamment. Et à la prison d'Evin, il y a au moins une trentaine d'autres prisons. Et d'ailleurs, il y a une diversité de cas de gestion de ces prisons qui ne sont pas faits par le ministère de la Justice, qui sont faits par l'armée des Pasdaran, qui est faite par diverses instances de répression. Il y en a au moins une quinzaine en Iran qui sont totalement autonomes. Ils répriment, si vous voulez, comme ils veulent. Et là, on voit très bien comment dans ces prisons, il y a la torture qui est vraiment courante, le viol de jeunes femmes, mais aussi de jeunes hommes. Et un certain nombre d'actions, si vous voulez, par exemple le fait de condamner à mort et ensuite de tirer à balles non réelles sur les jeunes pour leur faire peur. On veut briser les esprits de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes. On veut briser, et il y en a plusieurs qui, en sortant de prison, se sont suicidés. Parce que c'était intolérable. Je veux dire, c'est un système hyper répressif et la seule unité actuellement au sein du pouvoir, c'est l'appareil de répression. L'appareil de répression n'a pas montré de faille. Alors que dans la société, c'est vraiment courant. On sait très bien, d'ailleurs, il y a des sociologues en Iran même qui l'ont dit et qui ont été condamnés à des peines de prison de 9-10 ans, par exemple comme Amini. Alors, on voit très bien comment, dans la société, on dit qu'il y a entre 80 et 95% de gens qui sont mécontents du régime. Donc, il y a une unanimité contre le régime répressif, mais on n'arrive pas parce que précisément, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de leader. À chaque fois qu'il y en a un, évidemment, on l'arrête, on le torture, on le met hors jeu. Et c'est pour cette raison que le mouvement montre des signes de fragilité. Alors, fragilité, mais pas pour autant éteint. C'est peut-être ce que vous allez nous dire. C'est ce qu'on répète en tout cas nous ici depuis ce matin. Il a pris d'autres formes. Il y a aussi le soutien qui avait été très fort à ses débuts de la communauté internationale, des Occidentaux notamment, qui est aujourd'hui beaucoup plus discret. On parle beaucoup moins d'Iran, hein, notamment dans les médias. Et quels sont les retours qui vous parviennent, vous, de ces jeunes gens mobilisés toujours encore? Il y a la mobilisation dans la haine de ce pouvoir, mais on n'arrive plus à l'exprimer parce que dès qu'on le veut, maintenant le pouvoir, si vous voulez, réprime en arrêtant l'Internet. Le seul moyen pour ces jeunes de communiquer, c'est l'Internet pour pouvoir organiser des manifestations. Eh bien, le pouvoir coupe. Et là, l'Occident, surtout les États-Unis, aurait pu aider avec l'Internet, si vous voulez, indépendant du pouvoir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour de multiples raisons. Et puis, on voit très bien comment il y a une dualité en Occident. D'un côté, les sociétés civiles en Occident sont pour ce mouvement à 100%. Je veux dire, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui demandent la démocratie, eh ben, les sociétés civiles occidentales, européennes et françaises, par exemple, pour ne citer que ce cas, sont dans une écrasante majorité pour ce mouvement. Mais les pouvoirs, les gouvernements n'ont pas suivi. Par exemple, le Parlement européen a demandé l'interdiction de l'armée des Pasdaran, l'armée des gardiens de révolution, comme étant une organisation terroriste. Eh bien, les gouvernements européens ne l'ont pas suivi. Et c'est donc cette espèce de double jeu. D'un côté, les sociétés civiles qui sont unanimement en Europe et même aux États-Unis, en Occident, pour ce mouvement de libération et d'émancipation et démocratique, et d'autre part, les gouvernements qui hésitent parce qu'ils se disent on a besoin de l'Iran pour éventuellement, dans un avenir pas très éloigné, signer le traité nucléaire de non-prolifération. Merci beaucoup, Farhad Khosrow-Khavar. Le temps passe vite à vous entendre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Iran, la jeunesse démocratique contre l'État prédateur. Vous étiez sur ce plateau à l'occasion de ces 6 mois, les 6 mois de la disparition de Mahsa Amini. On va continuer évidemment à en parler sur nos antennes. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Restez à nos côtés.